Le Premier ministre à l'Assemblée nationale, il faut replacer les mesures conjoncturelles dans un grand dessein national, déclare M. Mauroy en engageant la responsabilité de son gouvernement. Certaines mesures du plan de rigueur seront prises par ordonnance. Vote cette nuit. Les réactions à l'expulsion massive de diplomates soviétiques, pas question que les communistes quittent le gouvernement, affirme Georges Marchais. Moscou proteste officiellement et vigoureusement contre la mesure. La police et l'armée sur le pied de guerre à Sao Paulo, au Brésil, après de violentes manifestations contre le chômage et la faim. Madame, Monsieur, bonsoir. La politique économique du gouvernement et la politique tout court dominent à nouveau l'actualité aujourd'hui. Le Conseil des ministres de ce matin a en effet officiellement décidé de recourir, par souci de rapidité, à la procédure des ordonnances pour mettre en œuvre certaines mesures financières du plan de rigueur annoncé le 25 mars dernier. Ainsi, le Parlement n'aura pas à se prononcer sur l'emprunt obligatoire, sur la contribution au profit de la sécurité sociale, ainsi que sur les taxes frappant les pétroles et les tabacs. En revanche, l'Assemblée doit voter cette nuit sur la base de la déclaration de politique générale prononcée cet après-midi par le Premier ministre, puisque M. Mauroy, comme prévu, a engagé la responsabilité de son gouvernement. Dans un discours d'1h30, interrompu à quelques reprises par une opposition véhémente, M. Mauroy a tenu d'emblée à inscrire ses propos dans la ligne de l'allocution télévisée du chef de l'État qui, le 23 mars dernier, appelait les Français à la solidarité et à l'effort. C'est dans un grand dessein national digne de mobiliser toutes nos ressources qu'il faut donc replacer les mesures conjoncturelles arrêtées par le gouvernement. Écoutons le Premier ministre. Beaucoup de monde dans les couloirs pour cette véritable rentrée parlementaire 83. Beaucoup de monde dans l'hémicycle également pour écouter le discours-programme très économique du Premier ministre, un discours fleuve de 33 pages, 1h20, qui pourtant n'a pas voulu négliger le volet social du plan de redressement. L'État, je le confirme devant vous, ne cessera d'aider les entreprises qui innovent, les entreprises qui embauchent et les entreprises qui exportent. Et dans ce domaine, nous ferons mieux que ce qui a été fait précédemment. Nous ne réconcilierons pas les Français et leurs usines si nous ne faisons pas entrer la citoyenneté à l'entreprise. C'est là que se situe l'origine même de l'aliénation. C'est là qu'est la source même des idées dont nous sommes aujourd'hui porteurs. C'est là, en un mot, que se situent les racines de la gauche et son authenticité. De grandes plages de silence pour écouter Pierre Mauroy, mais aussi pendant la partie la plus politique du discours, une agitation et des exclamations sur les bancs de l'opposition. Appeler l'ensemble des Français à l'effort implique que cet effort soit justement réparti. Le gouvernement y veillera avec un soin tout particulier. Voilà la différence entre la rigueur de gauche et l'austérité de la droite. Pour reprendre le mot d'un responsable syndical, je dirais moi aussi que l'austérité, c'est la rigueur sans ambition, qui était la vôtre. Le gouvernement ne peut rien s'il n'est pas porté par une volonté collective. La reconquête de notre marché intérieur, par exemple, dépend de chaque Français. L'échec, c'était le vôtre en mai 81, lorsque François Mitterrand a été élu président de la République. L'échec, c'était le vôtre lors des élections législatives de juin 81. L'échec, ce sont les municipales que vous avez manquées. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et se défendant de tout excès
Dans ce sens, M. Mauroy a au contraire insisté sur la nécessité d'être optimiste pour la France. Un optimisme qui s'inscrit donc dans un triple projet, industriel, social et culturel, dans la droite ligne, selon M. Mauroy, de la politique entreprise depuis mai 81, Philippe Sessier. Oui, Christine, le Premier ministre a d'abord rappelé les 3 grands objectifs chiffrés à partir desquels on pourra juger de la réussite ou bien de l'échec de ce plan Delors-Mauroy. Inflation 8% cette année, 5% en 1984, chômage stabilisé à 2 millions le nombre des demandeurs d'emploi, commerce extérieur, le rééquilibrage pour 1984. Pierre Mauroy a également annoncé des efforts pour la formation professionnelle des jeunes, pour la diminution du temps de travail et pour la création d'entreprises nouvelles. Il a même précisé 10 000 au cours des prochains mois, mais il a laissé aux ministres concernés le soin d'annoncer les mesures appropriées pour parvenir à ce chiffre. Et M. Mauroy a présenté les mesures de rigueur comme s'inscrivant dans la continuité de la politique menée depuis 2 ans. Oui, en quelque sorte, comment dire, Pierre Mauroy a banalisé ces mesures de rigueur et les a inscrites dans le droit fil d'une politique menée depuis 2 ans et dans laquelle il veut que se conjugue l'impératif industriel avec le progrès social. Il présente l'effort demandé aux Français comme en quelque sorte le passage obligé pour rétablir notre commerce extérieur. Et on peut résumer la philosophie du Premier ministre par cette petite phrase: pour être durable, le progrès social doit être garanti par une économie saine. En clair, avant de songer à de nouveau partager le gâteau, il faut le fabriquer. Le discours du Premier ministre a été suivi comme il se doit par un débat ou plutôt des allocutions de chacun des chefs des 4 grands groupes parlementaires. Grâce à Daniel Brem et Jean-Louis Le Senne, écoutons-les par ordre d'entrée en scène. Les 4 orateurs qui se sont succédés pour répondre au Premier ministre ont tous à leur manière évoqué l'héritage et les retombées de la crise avec les critiques traditionnelles du RPR. Au lieu d'un plan, vous nous présentez un ensemble flou d'expédients fiscaux sans imagination, mais non sans danger, sans autre lien entre eux et sans autre finalité que de renflouer très provisoirement et sous l'empire des circonstances des caisses vides. Critique également des communistes, non sur le gouvernement ou la rigueur nécessaire, mais sur le recours aux ordonnances. Je tiens à exprimer nos plus expresses réserves sur cette procédure, qui n'a pas à nos yeux de justification, et surtout pas la rapidité d'exécution du plan gouvernemental, car nous sommes prêts, nous, députés communistes, à siéger sans désemparer pour mettre au point le plan en exerçant les prérogatives constitutionnelles du Parlement, en améliorant ce qui mérite d'être amélioré. Dans ces conditions, et sans renoncer à tenter d'amender le projet de loi d'habilitation qui va venir prochainement devant notre Assemblée, autorisant la promulgation des ordonnances dans le sens que je viens d'indiquer, le groupe communiste se réserve la possibilité de ne pas voter ce projet de loi si ces amendements ne sont pas pris en considération. Plus véhément, le porte-parole de l'UDF a accusé le gouvernement de mentir une 3e fois aux Français. Le chef de l'État aussi. Monsieur Mitterrand dit aux Français à la télévision: sans vous, nous ne pouvons rien faire. Les Français aujourd'hui se disent: avec vous, avec votre politique, il n'y a rien à faire. Tout le monde va pouvoir constater que le socialisme c'est cher et ça ne rapporte rien. Critique surprenante également, quoique plus feutrée on s'en doute, du président de la Commission des Finances qui parlait pour le groupe socialiste. Il soutient aujourd'hui le plan de rigueur nécessaire au retour à l'équilibre extérieur. Mais ce soutien est aujourd'hui empreint d'une certaine gravité. Il faut aller plus loin et mettre en œuvre, Monsieur le Premier ministre, dès aujourd'hui, la politique économique dont a besoin notre pays pour affronter les années qui viennent. Le débat parlementaire se poursuit donc ce soir et doit se conclure par un vote qui, en tout état de cause, accordera la confiance au gouvernement puisqu'il dispose d'une large majorité.
Dans notre dernier journal, à 23h15, Jean-Pierre Fourcade, UDF, ancien ministre de l'économie et des finances, et Christian Gou, socialiste, président de la commission des finances, discuteront du programme de la politique gouvernementale tel que l'a donc défini cet après-midi le Premier ministre. Les premières réactions aux propos du Premier ministre, elles sont critiques du côté du CNPF, sceptiques du côté de Force ouvrière. Quant à la Confédération des petites et moyennes entreprises, elles disent leur déception. Une déclaration très attendue à l'issue du Conseil des ministres de ce matin, celle du porte-parole du gouvernement, Max Gallo, au sujet de l'expulsion retentissante hier de 47 ressortissants soviétiques. Tout en insistant sur la nécessité de ramener l'événement à sa juste proportion, M. Gallo en a bien spécifié la nature. Écoutons-le. La France manifeste qu'elle ne tient pas à être un ventre mou, que pour autant que l'espionnage soit une pratique courante, il est aussi de règle que qui se fait prendre est puni, et qu'il s'agit de ramener cet événement, certes significatif des relations internationales d'aujourd'hui, il s'agit aussi de le ramener à sa juste proportion. C'est une affaire dans ce monde incertain et imprécis de l'espionnage qui ne devrait pas, en tout cas c'est le point de la France, modifier ses options internationales fondamentales, à savoir la recherche de la paix par le désarmement et la sécurité collective. Mais je le répète, cette mesure, au fond, en soi, elle dit assez que la France applique sur son territoire ce que d'autres appliquent avec beaucoup plus de rigueur sur leur propre territoire. Réaction guettée aujourd'hui par les observateurs, bien sûr, celle du Parti communiste français. Son secrétaire général, Georges Marchais, l'a exprimé à Athènes, à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre grec. Pas question que les communistes quittent le gouvernement, a dit M. Marchais. Nous y participons sur la base d'un accord pour la mise en œuvre de toute la politique voulue par les Français. M. Marchais a cependant souhaité que la mesure prise hier n'entame pas la coopération franco-soviétique, qui est une bonne chose et qui doit être poursuivie, a-t-il dit. Même tonalité dans les propos du président du groupe communiste à l'Assemblée, André Lajoigny, recueilli tout à l'heure dans les couloirs du Palais Bourbon. Nous sommes contre toute immixtion étrangère de services secrets ou autres, d'où qu'elles viennent. D'où qu'elles viennent. Vous savez bien qu'il y a des espions de tous côtés. Alors, ceci dit, je crois que dans la question qui vous préoccupe, il faut faire preuve d'esprit de responsabilité. Car l'intérêt de la France, c'est que se développe la coopération franco-soviétique. L'intérêt de la France, l'intérêt des travailleurs, l'intérêt du développement économique. Et l'intérêt de la paix fait qu'il n'y a pas intérêt à voir renaître la guerre froide et les tensions Est-Ouest. C'est pourquoi je souhaite que cette affaire, sur laquelle, je le répète, je n'ai pas d'informations précises, ne mette pas en cause l'approfondissement nécessaire de la coopération franco-soviétique. Les ministres communistes avaient été prévenus. Comment? Les ministres communistes avaient été prévenus. Non. Vous regrettez, dans le fond, Je trouve que tout ce qui contribue à la tension, dans le moment où nous vivons, est regrettable. Le fait est que la mesure d'une ampleur sans précédent annoncée hier à l'encontre des diplomates soviétiques est l'acte du seul gouvernement européen à participation communiste, et il faut donc lui donner sa dimension de politique intérieure autant qu'internationale, Albert Duroy. Oui, avec l'expulsion des soviétiques, François Mitterrand a pris beaucoup de gens à contre-pied en France comme à l'étranger. Et d'abord en France, le Parti communiste, même si depuis plusieurs années il a montré à plusieurs reprises son indépendance à l'égard de l'Union soviétique. Les journaux
journaux du monde entier ont souligné d'ailleurs ce matin ce paradoxe. Le gouvernement occidental qui affiche le soutien le plus déterminé des États-Unis dans le débat sur les fusées et qui se montre le plus énergique à l'égard de l'Union soviétique, c'est le seul gouvernement occidental qui compte des ministres communistes. Mais ce qui paraît une anomalie, n'est-ce pas en réalité une explication? Si la France peut se montrer si ferme à l'égard de Moscou, c'est parce que les communistes participent au gouvernement. C'est une des plus vieilles règles de la vie politique. Quand une décision difficile doit être prise, le meilleur gage de réussite est de la faire entériner en priorité par ceux qui y sont le plus hostiles. Le général de Gaulle n'avait pas agi autrement pour obtenir l'indépendance de l'Algérie. On peut toutefois se demander, après un plan de rigueur qui fait grincer ses électeurs, combien de temps le Parti communiste se sentira contraint de soutenir une politique qui ne peut que lui déplaire. Quant à la droite, heureusement qu'elle dispose du débat économique pour pouvoir tirer à vue sur le gouvernement, car en matière de politique étrangère, elle n'a pas grand-chose à redire. Plusieurs anciens ministres giscardiens ont même dû en convenir depuis hier. L'ancien pouvoir avait toujours agi avec beaucoup plus de timidité à l'égard du Kremlin. Et l'on saisit aujourd'hui à quel point Moscou devine finalement mieux que Washington les mécanismes de la vie politique française. Alors que la Maison-Blanche avait été horrifiée, à tort, de l'arrivée de la gauche unie au pouvoir à Paris, le Kremlin avait tout fait pour l'éviter, ne dissimulant jamais sa préférence pour la majorité conservatrice. Au contraire des Américains, les Soviétiques savaient que seul un gouvernement de gauche pourrait se permettre d'agir à leur égard sans aucun complexe. Et c'est à midi aujourd'hui, après 24 heures de décalage, donc, que Moscou, par le biais de l'agence TASS, a officiellement réagi à la mesure française. Pourtant, il paraît acquis que le Quai d'Orsay en avait notifié l'ambassade soviétique à Paris il y a plus d'une semaine. La protestation de Moscou, classique dans sa forme, n'en est pas moins ferme, comme l'explique Paul Naon. Moscou estime en effet que les autorités françaises ont ordonné sans raison aucune à certains collaborateurs de l'ambassade de quitter la France en invoquant des raisons qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et les autorités soviétiques poursuivent encore, je les cite, « La partie soviétique a protesté de la façon la plus vigoureuse contre cet acte d'arbitraire notoire. Elle a souligné que la responsabilité des conséquences que cet acte entraîne pour les relations soviéto-françaises retombe entièrement sur ceux qui l'ont conçu et réalisé. » Acte d'arbitraire notoire, donc, selon Moscou, en fait, coup de balai attendu dans la fourmilière de l'espionnage soviétique en France. Le sous-secrétaire d'État italien à la Défense a même précisé que, contrairement à ce que l'on indique de sources officieuses à Paris, l'affaire Nut, l'assassinat de l'agent secret français, a bien servi de détonateur à la guerre entre les services secrets. Des services qui, partout dans le monde, et selon la puissance et l'intérêt des pays qu'ils servent, ont leurs méthodes. Et celles du KGB en France sont parfois spéciales, comme nous l'explique Patrick Esther. Le Mirage 2000 au Salon du Bourget, il y a 2 ans. Lorsque les Soviétiques vont quitter le stand où cet avion était exposé, ils vont être fouillés. Dans leur poche, on va trouver des pièces volées dans le cockpit de l'avion. Je suis collectionneur et je l'ai trouvé joli, dira le principal incriminé. En fait, c'est bien d'espionnage qu'il s'agit. Si le premier secteur touché est celui de l'armement, il n'est pas le seul. Dans cet atelier à Toulouse, où l'on assemble aujourd'hui les Airbus, l'aérospatiale construisait dans les années 60 le fameux Concorde. Un jour de visite, les services de sécurité remarquent que certains agents soviétiques dédaignent la visite du cockpit et préfèrent traîner dans un coin de l'atelier où se trouvent les meules, qui servent à abraser les pièces composées de cet alliage particulier qu'utilise la carlingue de Concorde. Toujours à la sortie, on arrête ces agents soviétiques. Sous leurs semelles crêpes sont collées des limailles d'alliage. Ce n'est pas un hasard. À l'époque, les Soviétiques finissent la mise au point de leur Tupolev 144, le frère jumeau de Concorde. Le hasard fait bien les choses. Le Mirage 2000, le Concorde, la liste des hasards est longue, en passant par le fameux Exocet, dont au moins un exemplaire a été récupéré par les services soviétiques dans le golfe Persique. Ces mêmes services qui ont acheté aux États-Unis plusieurs centaines de jeux électroniques pour récupérer les composants électroniques, ces fameux microprocesseurs si utiles pour l'armée. Les secrets qui ont quitté nos frontières ne se comptent plus. Même l'EDF a dû écarter des membres de son personnel, travaillant dans des centrales nucléaires et un peu trop curieux. Revenons au Conseil des ministres de ce matin. Mis à part donc l'expulsion des Soviétiques, le recours aux ordonnances pour mettre en œuvre le plan de rigueur, une mise en œuvre qui devra tenir compte, selon le vœu du président Mitterrand, des situations exceptionnelles des contribuables dont les revenus ont fortement diminué depuis 1981.
Le Conseil des ministres a également approuvé la modification du Code du service national. Le projet du ministre de la Défense, qui entend entre autres contribuer ainsi à la lutte contre le chômage, intéresse quelques 460 000 jeunes Français. Les grandes lignes, Thierry Calmette. Les appelés pourront, à la fin de leur service actif, effectuer une période supplémentaire de 4 à 24 mois. Si les volontaires sont très nombreux, la durée du service national pourrait être réduite. Possibilité pour tous d'être appelés à partir de 18 ans, mesure destinée à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Les jeunes, chefs d'entreprise depuis 2 ans au moins, bénéficieront de dispositions favorables pour le cas où leur départ au service national pourrait porter préjudice à leur entreprise. Les femmes auront la possibilité de se porter volontaires dans toutes les armes. Les droits des appelés vont être renforcés, notamment en ce qui concerne les reports d'incorporation, les dispenses et les libérations anticipées. D'autre part, le Conseil des ministres a approuvé un nouveau statut des objecteurs de conscience. Ceux qui, pour des motifs de conscience, sont opposés à l'usage personnel des armes pourront accomplir leur service national dans un service d'État, une collectivité locale ou un organisme à vocation sociale ou humanitaire. Mais la durée de leur service sera doublée et donc portée à 24 mois. L'abrogation de la loi sécurité et liberté a par ailleurs fait l'objet d'un nouveau débat au Sénat. Le Sénat a également entendu la déclaration de politique générale du gouvernement présentée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques Delors. Pour la première fois depuis 1 an, le chômage a baissé en Allemagne fédérale, baissé aussi plus légèrement en Belgique. Au Brésil, en revanche, à Sao Paulo, le chômage et la misère viennent de provoquer de violentes manifestations. La police militaire de la ville et l'armée sont en état d'alerte. Philippe Arroir. Tout a débuté lundi par une manifestation contre le chômage et la misère. Au cri de « Nous avons faim, nous voulons du travail, nous allons tout casser », plusieurs milliers de personnes se sont massées dans les quartiers les plus pauvres de Sao Paulo, où des affrontements avec la police ont fait 1 mort et une centaine de blessés. Après une accalmie, les scènes de violence ont repris hier soir. Responsable de cette explosion sociale, la crise économique catastrophique au Brésil, l'inflation qui dépasse les 100%, le chômage 15% et l'endettement plus de 600 milliards de nos francs ont contraint le gouvernement à prendre des mesures d'austérité draconiennes qui ont porté un rude coup au pouvoir d'achat de la population. Il y a quelques jours, l'archevêque de São Paulo, le cardinal Arns, avait prédit cette explosion populaire. Dans le désespoir, avait-il dit, les hommes sont capables de tout. Cette vague de violence, si elle se prolonge, pourrait remettre en cause la démocratisation au Brésil, timidement amorcée par les militaires au pouvoir depuis près de 20 ans. Agitation en Cisjordanie, où la population est toujours en proie à la psychose de l'empoisonnement collectif. 3 camps palestiniens ont été placés aujourd'hui sous couvre-feu par l'armée israélienne. Expérience scientifique au programme de la journée des 4 astronautes américains à bord de la navette spatiale Challenger. La NASA se déclare tout à fait satisfaite du comportement de Challenger et les problèmes causés hier par le satellite de communication que vous voyez ici véritablement décoller de la navette spatiale, ces problèmes n'affectent pas la performance globale de la navette. Le satellite est en bonne condition et reste utilisable, même si ses propulseurs n'ont pas réussi à le lancer sur une orbite géostationnaire, mais simplement sur une orbite elliptique. En Corse, 3 nouveaux attentats non revendiqués la nuit dernière. En Corse du Sud, ils n'ont causé que des dégâts matériels. Et dans un communiqué qui traduit un certain désarroi face à l'offensive menée dans l'île par le commissaire Broussard, l'ex-FLNC a reconnu implicitement aujourd'hui avoir été infiltré par le milieu. L'organisation indépendantiste dissoute affirme cependant avoir fait le ménage en son sein et assure que la lutte du peuple corse continue. Ce sont les termes du communiqué. Tentative de cambriolage avec prise d'otage ce matin à la poste centrale de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Tout s'est bien terminé, sauf pour les malfaiteurs. Dominique Thiers.
Ce matin, 2 hommes armés et masqués pénètrent dans ce bureau de poste à Martigues. Ils s'emparent des sacs postaux contenant 100 000 francs et ressortent rapidement, prêts à s'enfuir. Dehors, 2 véhicules de la police les attendent. Le commissariat est à 500 mètres de la poste. L'alarme, directement reliée au commissariat, a fonctionné immédiatement. Les malfaiteurs prennent alors 2 employés en otage et s'engouffrent dans une R5 qui appartient à l'un des otages. Une course folle s'engage entre les policiers et la R5, échange de coups de feu, personne n'est atteint. Les 2 gangsters et leurs otages changent de véhicule mais laissent leur butin dans la R5. La course reprend et c'est ici, à quelques kilomètres de Istres, que tout s'est terminé, dans un fossé, après de nouveaux et nombreux coups de feu. L'un des malfaiteurs, blessé par 2 balles, est rapidement maîtrisé par la police. L'autre, qui tente de s'enfuir, est vite rattrapé et arrêté. Les 2 otages sont sains et saufs. Quelques mots de sport et d'abord de cyclisme avec la course Gand-Wevelgem, la dernière classique de préparation avant Paris-Roubaix dimanche. Le Hollandais Van Vliet l'a emporté en solitaire. Son coéquipier Jan Raas est deuxième en remportant le sprint du peloton. Le premier Français, Lassalle, est 11e. Football, ce soir, demi-finale allée des 3 coupes européennes. Il n'y a plus aucun club français en course. Mais nous allons suivre Michel Platini et la Juventus de Turin qui affrontent les Polonais de Łódź en Coupe d'Europe des clubs champions. Les pronostics de Pierre Bresse pour le quartet de demain à Évry, comme vous pouvez le lire, il s'agit du 1, du 6, du 15, du 12, du 7, du 13, du 4 et du 14. Plus de peur que de mal, après une avalanche en début d'après-midi au Grand Bornand, en Haute-Savoie. Il faut donc continuer à faire attention en montagne, Alain Gillot-Pétré. Absolument, sur les Alpes du Nord et sur, non pas le titre encore, sur les Alpes du Nord et sur le département des Hautes-Alpes, depuis ce matin, nous vous disons qu'il faut faire très attention, il y a un très fort risque. Plus de peur que de mal, après une avalanche en début d'après-midi au Grand Bornand, en Haute-Savoie. Il faut donc continuer à faire attention en montagne, Alain Gillot-Pétré. Absolument, sur les Alpes du Nord et sur, non pas le titre encore, sur les Alpes du Nord et sur le département des Hautes-Alpes, depuis ce matin, nous vous disons qu'il faut faire très attention, il y a un très fort risque d'avalanche, donc je le répète, sur toutes les Alpes du Nord et sur le département des Hautes-Alpes. La neige n'est pas stabilisée. Cela dit, on peut revoir le titre maintenant, au diable la pluie, et pourtant, elle revient. Regardez la photo satellite, la voilà, ça c'est celle d'aujourd'hui, et ça, c'est celle de demain, cette zone de pluie qui va basculer et qui va traverser tout le pays. Ça nous donnera quand même, regardez la carte pour demain, de belles éclaircies tout de même demain matin avant la pluie. Donc de belles éclaircies sur les 2 tiers est du pays avec simplement encore des résidus pluvieux sur la Corse. Mais très vite, c'est le milieu de journée ici, la pluie arrivera sur tout l'ouest et gagnera très rapidement l'intérieur. Le soir, à l'exception de la Méditerranée, toute la France sera sous la pluie avec un renforcement notable des vents de sud-ouest sur les côtes. Les températures maintenant, eh bien, elles sont stationnaires, donc de saison relativement agréables, de 10 à 13 sur la moitié nord, de 12 à 14 au centre et de 15 à 18 au sud, 18 à Nice, 18 à Perpignan. Il faisait 20 degrés à Perpignan tout à l'heure. Enfin, demain c'est le jeudi 7 avril, 3 minutes de soleil en plus, levé 7h19, couché 20h28 et c'est la fête de Saint Jean-Baptiste de la Salle, Saint JB de la Salle. Voilà, je vous rappelle les 2 informations essentielles ce soir. Le Premier ministre à l'Assemblée nationale a déclaré qu'il faut replacer les mesures conjoncturelles dans un grand dessein national. M. Mauroy a engagé la responsabilité de son gouvernement. Vote cette nuit. Et puis, les réactions à l'expulsion massive hier de diplomates soviétiques. Pas question que les communistes quittent le gouvernement, a affirmé Georges Marchais. Moscou proteste officiellement et vigoureusement contre la mesure. Voilà, à 23h15, Hervé Claude vous présentera notre édition de la nuit. Demain, 12h45, antenne de midi avec Daniel Bilalian. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée.